Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, je suis heureux de vous retrouver, c'est Hervé Cheville à l'antenne, pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. En 2014, en commentant les événements qui se déroulaient alors au Burkina Faso, j'avais défini un mal qui semblait frapper de nombreux pays africains et que j'avais qualifié de « malédiction des dinosaures ». À l'époque, le président Blaise Compaoré avait été chassé du pouvoir par une véritable révolution populaire. Il était arrivé au pouvoir en 1987 grâce à un coup d'État militaire qui vit l'élimination physique du charismatique capitaine Thomas Sankara, lui-même devenu président 3 ans plus tôt, par le biais d'un autre coup d'État déjà organisé par son collègue, ami et futur tombeur, le lieutenant Blaise Compaoré. Compaoré est donc demeuré au pouvoir 27 années durant, se faisant constamment réélire lors de scrutins où le nom du vainqueur était connu avant même l'ouverture des bureaux de vote. Il me faut rendre justice au Burkina Faso. La malédiction des dinosaures a frappé bien d'autres pays, africains ou pas, comme nous l'avons vu lors d'une récente émission consacrée à la Biélorussie. Depuis 2014, un certain nombre de dinosaures africains ont quitté la scène. Le plus célèbre de ces dinosaures étant sans conteste Robert Mugabe du Zimbabwe, arrivé au pouvoir à l'indépendance de son pays en 1980 et renversé par son bras droit en 2017, alors qu'il était âgé de 93 ans. Il n'a guère profité de sa retraite dorée, puisqu'il est mort dans un hôpital de Singapour le 6 septembre 2019, voici tout juste un an. Le fait qu'il soit décédé à Singapour en dit d'ailleurs long sur l'état de déliquescence de son pays, un pays que j'ai bien connu. À l'indépendance, il disposait d'infrastructures modernes et d'excellents hôpitaux. Sous le règne de Mugabe, ce pays aux riches terres agricoles et gros exportateur de maïs, de viande et d'autres produits agroalimentaires, ce pays donc s'est écroulé. De nos jours, il n'exporte plus rien et la majorité de la population vit dans la misère et elle est touchée par un chômage de masse, en particulier la jeunesse. 2017 est l'année qui vit le départ, volontaire cette fois-là, d'un autre dinosaure africain, José Eduardo dos Santos, président de l'Angola depuis 1979. Communiste lors de son accession au pouvoir, lui et sa famille ont bien profité de ces 38 années de règne, malgré l'horrible guerre civile qui a ravagé l'Angola, gros producteur de pétrole. La fille de cet ancien président était à la tête de nombreuses sociétés et elle est considérée comme la femme la plus riche du continent. Quant à son fils, José Filomeno dos Santos, il a été inculpé de fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. En septembre 2018, il a été incarcéré. Le dauphin de l'ancien président semble s'être retourné contre son mentor, sans doute pour affirmer son propre pouvoir. Pour cela, João Lourenço, le nouveau président, a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Un autre dinosaure africain était soudanais. Le général Omar Hassan el-Béchir, arrivé à la tête du Soudan grâce à un putsch le 30 juin 1989 et responsable des millions de morts lors de 2 guerres sanglantes, l'une dans le sud du pays devenu indépendant en 2011, l'autre dans la région occidentale du Darfour. Bien qu'il soit sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale depuis 2009 pour les crimes commis au Darfour, il a fallu attendre 2019 pour que la contestation populaire le chasse du palais présidentiel. Il croupit depuis lors en prison et il est en cours de jugement pour différents chefs d'accusation après 3 décennies de pouvoir sans partage.
D'autres dinosaures continuent à s'accrocher au pouvoir, envers et contre tout. L'actuel doyen de ces dinosaures est Théodore Obiang Nguema Mbasogo, 78 ans, qui préside aux destinées de la petite République de Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979, après qu'il eut renversé et fait fusiller son oncle, le dictateur fou Francisco Macias Nguema. La majorité de la population de ce tout petit pays, riche en hydrocarbures, vit dans la misère, alors que le président et sa famille vivent quant à eux dans un luxe insensé et sont propriétaires de biens mal acquis somptueux à Paris et dans le monde entier. Mais celui qui pourrait être considéré comme le véritable doyen des présidents du continent est sans conteste Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville. Son règne, commencé le 8 avril 1979, s'est interrompu en août 1992 lorsque, lors des premières élections libres, il a dû céder son fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, Denis Sassou Nguesso ne semble pas disposé à céder les rênes du pouvoir, dont sa famille a elle aussi largement profité. Le 24 août dernier, Pascal Lissouba, exilé en France depuis 2004, est décédé à Perpignan à l'âge de 89 ans. Cette nouvelle n'a pas fait la une de l'actualité. Pascal Lissouba était l'homme qui avait été élu président du Congo en 1992, lors des premières et dernières élections réellement démocratiques. Il avait réussi à interrompre le règne de Denis Sassou Nguesso, qui n'arriva qu'en troisième position lors de ce scrutin, avec seulement 16,87% des suffrages. Le président Lissouba avait posé les bases d'un développement réel en 5 années de gouvernance difficile. L'administration Lissouba a réussi à rembourser 70% de la dette la plus élevée au monde par tête d'habitant. Pascal Lissouba est l'homme qui a réussi à négocier dès 1993 de meilleures conditions pétrolières. C'est d'ailleurs ce bras de fer avec les grandes compagnies qui lui a sans doute coûté le pouvoir quelques années plus tard. L'affaire Elf mettra en lumière les contours de ce vaste scandale, le plus grand scandale pétrolier de la fin du XXe siècle. Denis Sassou Nguesso a ainsi pu reprendre le pouvoir le 25 octobre 1997, à l'issue d'une sanglante guerre civile de 5 mois qui fit au moins 400 000 morts et causa d'importantes destructions dans la capitale, Brazzaville. C'est le lundi 31 août que se sont déroulées, en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan, les obsèques de Pascal Lissouba, en présence de sa famille, d'anciens ministres et collaborateurs, et du nouveau maire de la ville, Louis Alliot. Le Congo était représenté par son ambassadeur en France. Conformément aux souhaits de la famille, c'est à Perpignan que l'ancien président a été inhumé provisoirement, en attendant que les conditions soient réunies pour son retour au pays, où ses partisans avaient organisé de leur côté un hommage. À ces deux dinosaures des années 70, encore au pouvoir, il convient d'ajouter bien sûr Paul Biya, 87 ans, président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. C'est en 1975 qu'il fut nommé Premier ministre par le premier président du pays, El Hadj Amadou Ahidjo. C'est d'ailleurs ce poste qui lui permit d'accéder au fauteuil présidentiel après la démission du père de l'indépendance, qui avait eu la sagesse de partir après seulement 22 années de pouvoir. En 60 ans d'indépendance, le Cameroun n'a donc connu que 2 chefs d'État. Paul Biya, lui non plus, ne semble pas envisager de prendre sa retraite. Il a été réélu pour un 7e mandat en octobre 2018. Yoweri Museveni, 75 ans, est arrivé à la tête de l'Ouganda en janvier 1986, après avoir dirigé une guérilla de 5 années. Lui aussi a su modifier sa propre constitution afin de pouvoir se représenter. Lui aussi a remporté à plusieurs reprises des élections douteuses. L'Ouganda semble avoir été très efficace pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Sans doute le régime a-t-il profité des strictes mesures de confinement pour renforcer encore un peu le pouvoir du président. Le Parlement a voté un amendement supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour les candidats aux élections présidentielles. Cette heureuse mesure permettra sans aucun doute au président Museveni de se représenter pour un 6e mandat en 2021. Des rumeurs insistantes indiquent que le président aurait également l'intention de transmettre, le moment venu, le pouvoir à son fils Muhoozi Kainerugaba, lequel a fait une carrière météorique dans l'armée. À 46 ans, il est déjà major général, c'est-à-dire, je crois, général de division. En 2017, son père l'a en outre nommé Senior Presidential Advisor for Special Operations, c'est-à-dire, si je puis traduire approximativement, conseiller supérieur du président pour les opérations spéciales. J'aimerais bien savoir ce que signifie opération spéciale. Ce scénario de dynastie présidentielle ne serait d'ailleurs pas sans précédent. Certes, l'exemple nord-coréen avec ses 3 générations de Kim est bien connu, mais en Afrique, ce système a déjà frappé 2 pays. D'abord, il y eut le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, où Faure Gnassingbé est monté sur le trône présidentiel en 2005, à la mort de son père, le général Gnassingbé Eyadema, auteur du premier coup d'État militaire réussi d'Afrique en 1963, mais officiellement devenu président 4 ans plus tard seulement, en 1967. Ensuite, il y eut le Gabon, en Afrique équatoriale, voisin de la Guinée équatoriale et du Cameroun dont je viens de parler. Donc au Gabon, Ali Bongo Ondimba succéda à son père en 2009. Feu Omar Bongo avait quant à lui régné sur le Gabon, pays également riche en pétrole, pendant 41 années, 6 mois et 6 jours, un record absolu pour les dinosaures. Il est un autre dinosaure africain, c'est celui qui dirige le Tchad depuis 1990. C'est-à-dire depuis 30 ans. Il est arrivé au pouvoir grâce à une rébellion réussie en 1990. Depuis, il s'est accroché au pouvoir, se faisant constamment réélire dans des conditions, elles aussi, très douteuses. Le mois dernier, lors d'une cérémonie grandiose, il a été élevé à la dignité de maréchal du Tchad. Idriss Déby, donc, maréchal du Tchad. Il est un autre dinosaure dont je ne voudrais pas trop parler aujourd'hui. Il s'agit sans doute du plus sanglant, du plus cruel et du plus impitoyable de tous. Il dirige d'une main de fer un petit pays voisin de l'Ouganda. Il s'agit du Rwanda. Arrivé au pouvoir en 1994, après 4 années d'une guerre épouvantable qui a culminé en génocide, Paul Kagame a déstabilisé toute la région des Grands Lacs en envahissant et en pillant le Congo-Zaïre en 1996, causant la mort de millions de Congolais et de réfugiés rwandais. Je ne veux pas en dire plus à son sujet, j'en ai assez dit lors de précédentes émissions, ainsi que dans mon livre « Rwanda, 25 années de mensonges ». Je terminerai cette émission en évoquant 3 pays francophones d'Afrique occidentale. D'abord la Côte d'Ivoire. En mars dernier, lors d'une précédente émission, j'avais salué la sage décision du président Alassane Ouattara de ne pas se représenter. Au pouvoir depuis 2010, âgé de 78 ans, il avait en effet choisi de passer la main à la génération suivante, en la personne de son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui avait été investi par son parti pour la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir le 31 octobre prochain. Malheureusement, le Premier ministre candidat décéda brutalement en plein Conseil des ministres le 8 juillet dernier, à l'âge de 61 ans seulement. Entre-temps, en juin dernier, l'ancien président,
Henri Konan Bédier, qui avait succédé au père de l'indépendance Félix Houphouët-Boigny en 1993, avant d'être renversé lors du coup d'État militaire de la veille de Noël en 1999. Cet ancien président, donc, a annoncé sa propre candidature et il a ensuite été investi par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Konan Bédier est âgé de 86 ans. Ce sont ces deux événements qui semblent avoir poussé le président Ouattara à reconsidérer sa décision et a finalement annoncé sa propre candidature le 6 août dernier. Normalement, il n'aurait pas pu se représenter, la constitution ivoirienne limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cependant, une réforme constitutionnelle ayant été adoptée le 17 mars dernier, le président a estimé que son 3e mandat serait en fait le premier dans le nouveau système instauré par la réforme constitutionnelle, réforme qui prévoit la création d'un poste de vice-président. Ce dernier serait, en cas de vacance de la présidence, amené à terminer le mandat présidentiel en cours. Depuis l'annonce de la nouvelle candidature du président, l'opposition manifeste bruyamment son mécontentement, dénonçant un acte anticonstitutionnel. Les semaines qui viennent risquent donc d'être tumultueuses jusqu'à la tenue du scrutin du 31 octobre. D'autant que l'ancien président Laurent Gbagbo, 75 ans, qui vit en Belgique depuis qu'il a été acquitté par les juges de la Cour pénale internationale en janvier 2019, n'a pas été autorisé à se présenter à cette élection alors qu'il en avait l'intention. Le prédécesseur immédiat de Ouattara compte encore de nombreux partisans en Côte d'Ivoire. Et les militants de son parti, le Front populaire ivoirien, sont bien décidés à imposer sa candidature coûte que coûte. La crise électorale de 2010 est encore dans toutes les mémoires et la crainte d'une nouvelle crise avec les mêmes acteurs principaux est donc à redouter. Le second pays francophone d'Afrique de l'Ouest dont je tiens à parler est frontalier de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Guinée. Lundi 31 août, le président Alpha Condé, 82 ans, au pouvoir depuis 2010, a annoncé qu'il sera candidat à un 3e mandat lors du scrutin prévu le 18 octobre. La perspective d'une nouvelle candidature a soulevé depuis des mois une vague de protestations qui a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. La tenue simultanée d'un référendum constitutionnel le 1er mars dernier avec les élections législatives a permis de lever l'obstacle de la limitation des mandats, car le président sortant affirme que son 3e mandat serait en fait le premier du fait de la réforme constitutionnelle. Il s'agit donc du même argument contestable que celui qui a été utilisé en Côte d'Ivoire. Le mois d'octobre 2020 sera donc le mois de tous les dangers, tant pour la Guinée que pour la Côte d'Ivoire. Un mot pour finir au sujet du Mali, où l'armée française est intervenue en 2013 pour éviter que ce pays ne tombe sous la férule des terroristes islamistes venus du Nord. Ce pays n'a pas de dinosaure depuis la révolution qui renversa son dictateur Moussa Traoré en 1991. Il avait régné sur le Mali pendant 22 années après son putsch de 1968. Depuis lors, ce vaste pays sahélien a plutôt souffert d'instabilité chronique. Le 18 août dernier, une junte militaire s'est emparée du pouvoir, renversant Ibrahim Boubacar Keïta, président depuis 2013. Ce coup d'État est intervenu dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par l'opposition. Il a été condamné de manière unanime par la communauté internationale et en particulier par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique occidentale. La France, quant à elle, a certes, elle aussi condamné le putsch, mais elle a pris acte de la démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ne soyons pas naïfs. Il serait surprenant que l'armée française, présente dans le pays depuis plus de 7 années, n'ait pas eu vent de la préparation du coup d'État.
Le fait qu'elle ait laissé faire laisse penser que Paris n'est pas mécontent du départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. La junte, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a engagé des négociations avec la CEDEAO ainsi qu'avec l'opposition en vue de l'établissement d'un régime de transition avant la tenue de nouvelles élections. À l'heure où cette émission est enregistrée, l'issue de ces négociations n'est pas encore connue. Combien de temps cette transition durera-t-elle? Sera-t-elle dirigée par un civil ou par un militaire? Telles sont les interrogations qui demeurent. J'ai, pour ma part, une pensée pour mon ancien patron, à l'époque où je travaillais pour l'UNICEF en Ouganda. En 2019, Michel Sidibé était en effet devenu le ministre de la Santé et des Affaires sociales d'Ibrahim Boubacar Keïta. J'ignore ce qu'il est devenu depuis le coup d'État du 18 août. Voilà, chers amis auditeurs, pour ce tour d'horizon des dinosaures africains et des dictateurs africains. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.